Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 dangers qui guettent l'investisseur immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 choses qui devraient vous faire très peur, parce qu'en réalité, ce sont les dangers, pour moi, les plus importants en tant qu'investisseur immobilier. Vous allez voir, il va falloir s'accrocher. Évidemment, je suis contente que vous écoutiez cet épisode et que vous n'ayez pas eu trop peur et que vous ayez dit « Ah tiens, faut pas que je clique dessus ». Peut-être que vous vous attendez à des trucs un petit peu bateaux, en mode « Oh, les locataires impayés », les choses comme ça. Non, en fait, on va pas parler de ça. Parce que pour moi, c'est pas des vrais dangers. C'est pas des vrais dangers. Parce qu'en réalité, il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place, etc. Moi, là, je parlais des vrais 3 grands dangers qui vont, entre guillemets, mettre au tapis votre carrière d'investisseur immobilier. Alors vous allez me dire, oui, non mais moi je ne veux pas faire carrière dans l'investissement immobilier. Mais quand je dis ça, c'est plutôt dans votre parcours, dans le sens où vous avez peut-être des ambitions de liberté financière, des ambitions d'avoir un beau patrimoine. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez, à cause de ces 3 dangers, finalement être, pétrifié, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avancer à cause de ces 3 dangers qui vous guettent. C'est parti, on va commencer par le premier danger. Le premier danger, et ça il faut vraiment que vous en ayez conscience, c'est d'être à court de cash. Ça, c'est un danger qui est mortel, parce que la personne qui se retrouve à court de cash, elle peut se retrouver dans une situation financière catastrophique. Qu'est-ce que j'entends donc par court de cash ? Quand on est à court de cash, ça veut dire que nos comptes bancaires, c'est-à-dire la trésorerie que l'on a, ne peut plus supporter nos investissements immobiliers. Peut-être que on a des travaux qui ont dépassé ce qu'on devait faire. Peut-être qu'il y a un locataire qui a décidé de ne plus payer. Peut-être qu'il y a même 2 locataires qui ont décidé de ne plus payer. Peut-être qu'on a de la vacance locative. Donc ça veut dire que on ne trouve pas de locataire. Ou peut-être que c'est aussi au niveau personnel. Il y a un divorce, il y a un changement de vie qui fait que vous avez injecté énormément d'argent dans quelque chose et que vous n'avez plus beaucoup d'argent. Et donc le moindre petit problème, un locataire qui vous appelle pour dire qu'un chauffe-eau est tombé, ou bien qu'il y a un problème plus grave dans l'un de vos biens immobiliers qu'il va falloir sortir de l'argent. Peut-être des travaux qui ont été votés en assemblée générale dans la copropriété dans laquelle vous avez un appartement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gros, entre guillemets, dépenses qui ont fait que votre trésorerie elle a fondu bien plus que ce que vous auriez pensé. Et donc, vous vous retrouvez à court de cash. Et ça, en fait, c'est un drame parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui va peut-être vous forcer à vendre des biens dans une posture, en tout cas, qui va pas être favorable à la bonne vente, parce que forcément, si vous êtes dans l'urgence à devoir vendre parce que financièrement, ça va plus, en fait, vous n'allez pas bien vendre, parce que quand on est pressé de vendre vite, forcément, vous allez vendre moins cher que si jamais vous vendiez, entre guillemets, en mode tranquille, en optimisant les choses et tout. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation stressante. Peut-être même qu'il y en a parmi vous qui vont prendre des crédits consommation, mais qui sont quand même vraiment pas beaux, parce que, vous allez être payé sur des intérêts, bref, ça va pas être beau. Peut-être que vous allez devoir emprunter de l'argent à des proches. Enfin bref, vous allez vous sentir pas bien du tout. Ça va, mais vous plomber. Enfin, franchement, se retrouver dans cette situation-là, moi je touche du bois, ça ne nous est jamais arrivé parce que forcément, on est les investisseurs sereins, alors on est toujours en mode ceinture et bretelles et puis coussin, matelas et triple matelas, etc. pour être rassuré. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont moins prudentes et qui peuvent se retrouver dans cette situation. Et d'ailleurs, là, quand je parle, j'ai envie de mettre une touche d'humilité dans ce que je dis, parce que moi, au contraire, je me méfie toujours de moi-même en me disant, Dorine, il faut toujours être précautionneux, parce que
on le sait, nous typiquement, on a un toit qui est dans un mauvais état, qui tient, mais que voilà, on n'est pas à l'abri que voilà, une grosse tempête, un truc, voilà, il va falloir mettre de l'argent dedans pour refaire les choses. Je sais que notre chaudière du troisième immeuble, elle est archi vieille, elle a plus de 50 ans. Donc, je le sais, ok. On a des endroits, entre guillemets, où ça risque de faire qu'on va devoir sortir de l'argent. Et donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est comme si votre cash, c'est votre énergie vitale. Donc, comme c'est votre énergie vitale, vous devez la chouchouter. Et on n'a jamais trop de cash, ok? On n'a jamais trop d'argent, d'accord? Il faut toujours se dire, il faut toujours avoir un beau matelas. Mais un matelas confortable, hein, belle épaisseur et tout, hein. Moi, je veux pas que vous ayez des petits matelas rikiki qui commencent à faire mal au dos dès qu'il y a le moindre problème. Donc, ayez ça en tête, que le cash, c'est votre nerf de la guerre. Moi, je le vois, hein, il y a des investisseurs qui sont en mode « Non, mais t'inquiète, je mets l'apport. » Parce que moi, je le vois, hein, dans le club, je le vois. Il y a des gens, ils sont en mode « Non, mais Dorine, t'inquiète. J'ai pas besoin de me prendre la tête, j'ai pas besoin de faire un acte en main, ça me dérange pas de payer les frais de notaire, vas-y, je les paye et tout, machin. » Bah ouais, mais en fait, t'as 50 000 euros d'économie. Là, tu claques 20 000 dans tes frais de notaire en disant « Bah ça va, 20 000 sur 50 000, c'est pas tant que ça. » Mais bon, il te reste plus que 30 000. Puis finalement, tes travaux, ils sont un petit peu plus élevés que ce que tu avais prévu. Bon, du coup, 5 000 de plus. Bon, tu te retrouves du coup avec 25 000. Ah, pas de chance, en plus, j'ai déménagé. J'ai besoin de 5 000. Bon, je me retrouve à 20 000. Donc, tu étais à 50 000, tu te retrouves à 20 000. Et en plus de ça, tu as mal calculé ton besoin en fonds de roulement. Alors, c'est quoi le besoin en fonds de roulement ? C'est en fait la fameuse période où tu payes la taxe foncière, où tu vas payer peut-être tes intérêts si tu as un différé partiel. Bon, si tu as un différé total, tu payes uniquement l'assurance. Mais en tout cas, tu vas payer des frais et tu ne vas pas encore toucher de loyer. Et donc, peut-être que le temps que tu trouves, parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça de trouver un bon locataire dans ta localisation, tu vas te retrouver à 15 000 euros. Moi, personnellement, avec 15 000 euros d'économie, je me sens pas bien. Moi, je me sens pas bien du tout. Donc, il faut vraiment se dire que faut pas prendre à la légère d'injecter de l'argent. Il faut jamais le prendre à la légère. Chaque fois que vous injectez de l'argent, même si c'est des petites sommes, il faut toujours se dire, attention, je rogne sur mon énergie vitale. D'accord ? Le cash, c'est de l'énergie vitale. Donc, faites très attention parce que ça peut aller vite. Nous, on a eu des phases où on a baissé en cash. Mais on l'a surveillé aux petits oignons. Et c'est pour ça aussi que tout ce que tu peux faire pour réussir à ne pas perdre en cash, voire même le renflouer, type différé partiel, différé total, etc., mettre le moins d'apport possible, faire un prêt plutôt long pour baisser les mensualités et donc économiser plus facilement tout au long de tes années qui vont passer. Tout ça, c'est essentiel parce que le cash, c'est la base de l'investisseur immobilier. Voilà, bon, vous le savez, je le redis 50 fois, mais maintenant, vous le savez. Donc ça, c'est le premier danger. Ayez ça en conscience, d'accord ? Ne prenez jamais le cash comme quelque chose de par-dessus la jambe. Vraiment, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, entre guillemets, qui vous guette, le deuxième danger, et celui-là, on en parle très peu, parce que bon, le premier, j'avoue, c'était facile. Le deuxième, par contre, on n'en parle pas assez. C'est d'arriver à un stade où vous n'avez plus d'énergie. J'appelle ça l'investisseur qui arrive donc à court d'énergie dans ses investissements. Et ça, en l'occurrence, ça nous est arrivé. Après le troisième immeuble, c'est exactement ça qui nous est arrivé. On n'était pas à court de cash, on était à court d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie que nous a pris le troisième immeuble était telle que rien que Cyril évoquait l'idée d'acheter un quatrième immeuble, j'étais en mode hors de question. Je suis à bout, je peux plus. C'est bon, on s'arrête là. Parce qu'en fait, ça m'avait pris tellement d'énergie que je me suis arrêtée là, en fait. On s'est arrêté là, on a fait une pause. Mais la pause, elle a duré longtemps. Et ça, c'est la perte d'énergie, en fait, qu'on a eue parce que c'était beaucoup. Donc, il faut se rendre compte que l'énergie, c'est également une énergie vitale. Je ne sais plus comment j'avais utilisé comme terme à court de cash, que c'est vraiment vital. Pareil, votre énergie, elle est vitale. Et si dans vos investissements, vous vous épuisez, parce qu'il y a des investissements qui sont plus épuisants que d'autres, et c'est ça justement que j'ai envie que vous preniez conscience, c'est que vous pouvez faire des investissements épuisants et des investissements qui, au contraire, ne vous demandent que peu d'énergie. Il faut trouver
la juste mesure entre les deux. Évidemment, l'investissement qui vous demande aucune énergie, ça peut être typiquement un Pinel avec un conseiller en gestion de patrimoine où vous signez un bout de papier et vous savez même pas ce qui se passe, et vous prenez 0 charge mentale, ok. Et il y a les investissements qui vont être épuisants, du type j'achète un immeuble avec 3 appartes et je décide avec mon mec de tout refaire nous-mêmes les travaux. Mais dans 5 ans, vous y êtes encore, les amis. J'exagère peut-être un peu, mais c'est juste pas viable. Et en fait, malheureusement, si jamais vous faites ce genre de choses, vous allez vous retrouver bloqué parce que mentalement, qui est-ce qui a envie de racheter un nouvel immeuble de 3 appartes alors que tu es encore en plein chantier galère dans le premier immeuble? C'est pas possible. Donc, il faut réussir à trouver les projets et la façon de les gérer qui va vous permettre d'avancer par rapport à votre niveau d'énergie, qui va vous permettre de tenir dans le temps. Parce que l'immobilier, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous voulez avoir en tout cas un beau patrimoine au bout de quelques années, il faut raisonner sur plusieurs années. On ne peut pas juste raisonner comme ça sur du court terme. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bien penser les choses. Par exemple, pour certains, donc je vais vous donner quelques astuces pour économiser votre énergie. J'évite à tout prix, par exemple, de perdre du temps dans une comptabilité que je dois gérer moi-même. Moi, je prends un vrai comptable immobilier, spécialisé en immobilier. Nous, on a un cabinet comptable qui est spécialisé en immobilier, avec une vraie personne qui répond à mes mails quand j'ai des questions. Parce que moi, je ne veux pas passer de l'énergie à faire la compta moi-même, à me stresser pour les impôts, etc. Parce que je ne suis pas comptable et je n'ai pas envie de le faire. Ok, je ne mets pas mon énergie au bon endroit. Je sais que mon énergie, elle va avoir beaucoup plus de valeur ailleurs. Donc, je délègue complètement la compta. Évidemment, je vérifie la compta. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode. Je revérifie tout et ça me prend beaucoup d'heures. Mais au moins, j'ai pas cette charge mentale de me dire c'est de ma faute si je fais une erreur. Et j'ai ce rôle plutôt de contrôle, mais pas de personne qui y fait. Deuxième exemple, c'est nous, on a rapidement mis en place la gestion locative. Alors, je ne dis pas que c'est bien pour tout le monde. Évidemment, tout ce que je vous dis, ce n'est pas forcément bien pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, ça ne vous dérange pas de faire vous-même la compta. Parce que c'est des économies qui sont importantes pour vous de les faire. Donc, ok. L'autre exemple, donc, c'est la gestion des locataires. Nous, très rapidement, je m'en rappelle encore, quand on était en train de faire les premiers états des lieux d'entrée, j'étais quand même contente de les faire, je précise, parce que je sais qu'il y a des personnes qui délèguent direct, et moi je trouve ça pas forcément bon non plus. C'est intéressant de vivre ça, de tâter son marché, de faire rentrer ses locataires soi-même, en tout cas les premiers, pour se rendre compte de la demande, de comment ça se passe, etc., pour pas que vous fassiez berner par le premier gestionnaire. Mais rapidement, nous, on a mis sous gestion. Pas parce que j'avais la flemme de faire les états des lieux d'entrée ou de sortie, même si, en effet, ça nous aurait pris du temps, mais c'est juste que il fallait que je délègue ça rapidement pour concentrer mon énergie pour mes prochaines acquisitions. Donc je ne peux pas passer du temps à faire de la gestion locative si moi mon énergie elle a beaucoup plus de valeur dans le fait d'acheter le prochain immeuble ou peut-être de lancer le prochain projet. Donc ayez bien ça en tête. Peut-être que dans votre cas, dès que votre parc immobilier devient un petit peu important, que vous avez de l'ambition, vous déléguez rapidement la gestion locative ou au moins à minima les entrées des lieux et les états des lieux d'entrée et les états des lieux de sortie. Ok, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un gestionnaire qui prend un pourcentage sur tous les loyers qui tombent, mais au moins pour les entrées et sorties, pourquoi pas prendre quelqu'un ponctuellement qui trouve les locataires à votre place. Voilà, ça c'est une deuxième suggestion. Et pareil, les travaux. Moi, vraiment, alors d'ailleurs, moi j'hallucine. Des fois, je vois sur Instagram des investisseurs immobiliers qui ont déjà un beau patrimoine, qui sont déjà libres financièrement. Et je les vois faire des travaux. Je me dis, mais what the fuck? C'est quoi ce truc? Je veux dire, t'es déjà libre financièrement, t'as déjà des super revenus avec ton immobilier, et là, tu passes des week-ends à faire des travaux. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, ta valeur, c'est de créer les prochains projets. C'est pas de faire les travaux. Alors, c'est juste que je dis pas qu'il faut jamais faire les travaux. Je vais apporter un petit peu de nuance dans mon propos. Peut-être que, dans certains cas, des gens qui ont très peu de moyens,
qui vont acheter un appart ou qui font une résidence principale avec un petit peu comment dire, un petit peu de location, tu vois, des fois comment dire, des résidences principales un peu hybrides avec 1 ou 2 studios accolés à leur résidence principale, où ils se disent, bon bah tiens, je vais faire les travaux au fur et à mesure, comme ça on économise. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou bien vous avez vraiment, j'en sais rien, peut-être l'un de vous dans votre couple, si jamais vous êtes en couple bien sûr, l'un des deux est entrepreneur dans le bâtiment. Ah oui, c'est dommage de ne pas utiliser cette compétence, je n'ai pas dit le contraire. Mais moi ce que je vois, c'est parfois des gens qui veulent optimiser les coûts en faisant eux-mêmes, mais en réalité, ils se crament. Ils se crament parce qu'en fait, après avoir fait 3 ans de travaux dans un immeuble ou dans sa propre résidence principale, mais où tu vas retrouver l'énergie pour te relancer après derrière ? Mais en fait, t'es dégoûté. Donc il faut faire super gaffe à ça. Ne vous dégoûtez pas de votre investissement en y mettant trop d'énergie. Votre énergie, elle est limitée. Ok, même si évidemment, on peut avoir une bonne énergie en dormant bien, en mangeant bien, en faisant du sport, etc. Mais on a tous à un moment donné, à 24 heures dans une journée, on a besoin de notre sommeil, on a aussi une vie de famille. Donc c'est pas possible. Donc de ce fait, vraiment, ayez en tête, votre énergie, c'est comme du cash. On a une sorte de jauge et il faut faire très attention quand elle baisse et bien l'utiliser. Parce que dans votre parcours, ça peut vous plomber. Ok ? Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop, moi, les petits projets. Parce que je trouve que les petits projets qui sont, entre guillemets, sous-dimensionnés par rapport à votre budget, ils sont énergivores, mais le résultat n'est peut-être pas à la hauteur par rapport à l'énergie que vous aurez dépensée. C'est pour ça que j'aime bien, moi, faire un budget certes maximum, mais aussi un budget minimum pour que vous alliez sur des projets qui vont vous faire vraiment avancer par rapport à l'énergie que vous allez mettre dedans. Ensuite, dernier gros danger qui vous guette, donc je prends du temps mais c'est important je pense, c'est l'excès de confiance. Alors, ça, je ne sais pas comment dire, j'ai une relation particulière par rapport à cet excès de confiance. Parce que, en l'occurrence, avec Cyril, nous, on est peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se poser de questions. Alors, peut-être que vous avez d'extérieur l'impression qu'on a vachement confiance en tout ce qu'on fait, etc. C'est souvent, d'ailleurs, les gens qui ont l'air d'être hyper confiants en eux ne le sont pas vraiment. Donc, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui ont un excès de confiance, qui sont en mode... voilà, je fais ci, je fais ça, c'est ma méthode, je fais comme ci, je fais comme ça, mais qui sont plus à l'écoute de ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, il me semble que probablement que l'épisode il sera déjà sorti là ce solo va sortir. C'est Denis Gallico qui est un énorme investisseur immobilier et qui me raconte qu'il écoute mes épisodes de podcast. Mais je lui dis, mais comment tu peux écouter mes épisodes de podcast alors que toi, t'en es à 10 fois plus de patrimoine que moi ? Ou comment tu fais ? Et bien en fait, lui, ce qu'il m'explique, c'est qu'il est tout le temps dans une démarche d'apprendre, de se remettre en question. Et c'est vraiment sa façon d'être. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que souvent, les gens qui vont le plus loin sont les gens qui se remettent le plus en question, qui se posent aussi beaucoup de questions. Donc faites attention quand vous vous rendez compte que vous rentrez dans une posture de « c'est bon, je sais, c'est bon, moi j'ai pas besoin d'apprendre, c'est bon, moi j'ai pas besoin d'accompagnement, moi j'en ai déjà fait assez, c'est bon, j'ai pas besoin de côtoyer d'autres investisseurs, je me débrouille très bien ». Je sais pas, moi j'ai toujours envie de me faire accompagner pour tout, de toute façon. J'ai envie de côtoyer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs parce que ça me nourrit et je veux pas tomber dans cet excès de confiance. Nous d'ailleurs, on a eu un petit peu ça quand même, je pense, pour le deuxième immeuble, c'est-à-dire que je pense qu'on l'a pas assez bien négocié. Tu vois, on a perdu quelques dizaines de milliers d'euros parce qu'on a trop vite remonté le prix lors de la négo. Parce qu'on se disait c'est bon, on sait faire, c'est dans le quartier qu'on connaît, allez hop, on achète. Alors que justement, on était en plein excès de confiance, et ben voilà, c'était un petit peu moins bien acheté. Alors, il n'y a pas eu de panique, mais ça aurait pu. Voilà, je peux le voir, moi, parmi les membres, des gens qui vont se dire bah non, mais moi j'ai toujours fait comme ci, moi c'est comme ça que ça marche, nanana. En fait, si tu ne te remets pas en question, en fait, tu risques à un moment donné de stagner. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi par rapport à la fiscalité. La fiscalité, pour moi, ça va être quelque chose qui bouge. Donc, en fait, il faut régulièrement se remettre en question, se remettre à niveau, réapprendre un petit peu les bases, se tenir au courant des changements et d'ailleurs écouter différents points de vue sur la fiscalité pour
continuellement se former. Parce qu'en fait, on va jamais, entre guillemets, être formé et point, c'est terminé, j'ai plus besoin d'apprendre. Non, en fait, c'est constamment. Constamment, il faut se remettre en question, constamment, faut se former. Moi, je suis trop contente de continuer à interviewer des investisseurs au fur et à mesure. J'apprends, ça me nourrit, ça me donne des idées. Donc, voilà, moi vraiment, faites attention aux excès de confiance. Et d'ailleurs aussi, ça me fait penser aux excès de confiance par rapport à la banque, en mode c'est bon, t'inquiète, j'aurai mon crédit, y a pas de souci. Et puis en fait, bam, compromis qui tombe à l'eau parce que mine de rien, le banquier qui vous avait dit qu'il vous suivrait, vous suit pas. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes à ce sujet. En fait, il y en a plein qui tombent dans ce piège-là. Donc voilà, soyez méfiants, faites attention. Avoir confiance en soi, c'est quand même un minimum, mais pas trop. Parce qu'il faut se remettre en question. La fiscalité, pareil, nous, tous les ans, même tous les 1 ou 2 ans, on voit un avocat fiscaliste, on rediscute de ce qu'on a mis en place, on refait des calculs, on réfléchit. Et puis des fois, on se dit, on aurait peut-être dû faire ça différemment il y a quelques temps, peut-être qu'on aurait dû faire une SCI-LIS pour le 3e immeuble. Oui, mais si on avait fait ça, on n'aurait peut-être pas eu ça. Enfin bref, peut-être que notre parcours n'est pas parfait, mais on continue toujours à se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et en tout cas, j'espère que c'est comme ça qu'on va éviter le gros danger de se retrouver, entre guillemets, plan, bloqué, parce qu'on se dit, non, maintenant, il n'y a plus d'immeuble de telle sorte, alors maintenant, je ne peux plus investir. Voilà. Et je pense aussi même que ça devient ennuyeux si on n'apprend plus. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas que ces 3 dangers vous ont parlé. Donc le premier danger que je vous ai parlé, c'est d'arriver à court de cash. Le deuxième danger, c'était d'arriver à court d'énergie. Et le troisième, c'était l'excès de confiance qui faisait qu'on ne se remet plus en question. Et ça aussi, je trouve ça triste. Moi, je trouve ça triste parce que du coup, je me dis c'est plus amusant d'investir si on ne se remet plus en question. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.